Bonjour à tous. Finalement, j'ai changé le titre de ma communication hier soir pour l'appeler, parce que je trouvais que c'était plus approprié, L'altérité grecque et le goût français dans le discours sur Homère d'Antoine Oudart de la Motte. En 1714, Antoine Oudart de la Motte, devenu membre de l'Académie française en 1710, publie ce qu'il nomme une traduction de l'Iliade d'Homère, mais qui est en réalité une adaptation ou, comme on l'a appelé, une transposition modernisatrice de l'œuvre grecque en vers français. La Motte, qui avait connu son premier succès littéraire en 1197 avec le livret d'opéra L'Europe galante, était, au moment de sa publication de l'Iliade, l'auteur de plusieurs opéras, œuvres lyriques et comédies. Ainsi, puisqu'il exerçait déjà le métier d'écrivain et de librettiste, sa décision de traduire, ou plutôt de réécrire, tout en tranchant la moitié, une des œuvres fondatrices de la littérature occidentale, peut surprendre, car en effet, l'Iliade de la Motte ne contient plus que 12 chants sur 24, et comme il ne connaît pas le grec ancien, il travaille à partir de la traduction de l'helléniste Anne Dacier. D'ailleurs, pendant qu'il préparait son Iliade, son ami et correspondant Fenelon lui écrit dans une des lettres échangées au cours de l'année 1713, et je le cite, « Cette entreprise est digne de vous, mais comme vous êtes capable d'atteindre à ce qui est original, j'aurais souhaité que vous eussiez fait un poème nouveau où vous auriez mêlé de grandes leçons avec de fortes peintures. » Dans l'introduction de son Iliade, de son édition de l'Iliade de la Motte, Francis Assaf formule une remarque qui apporte une partie de la réponse au questionnement concernant les motivations de l'académicien. Selon Assaf, la deuxième querelle d'Homère, je le cite, pose vivement et bien spécifiquement le problème de la liberté du lecteur, du scripteur vis-à-vis d'Homère et par extension de tout texte sacralisé par la tradition. Ainsi, en adaptant l'Iliade d'Homère, Oudart de la Motte remet en question la légitimité du mérite accordé traditionnellement à l'œuvre homérique et par le fait même l'autorité de la tradition antique elle-même. Toutefois, cette contestation de l'autorité antique n'est pas nouvelle. La querelle qui oppose les partisans d'Homère est d'une traduction fidèle de l'Iliade, et ceux qui prônent son adaptation au goût du jour constituent en fait la deuxième querelle d'Homère qui divise les lettrés français. Une première querelle éclate dans les années 1187 à 1700 entre les modernes Charles, Perrault et Fontenelle d'un côté, qui s'en prenaient à l'idolâtrie homérique, et Boileau, défenseur des anciens, de l'autre. Ces deux épisodes polémiques concernant l'œuvre d'Homère et son statut au sein de la littérature française s'inscrivent dans la plus importante et connue querelle des anciens et des modernes, dont on peut, selon Fumaroli, trouver les premières manifestations à la Renaissance chez Pétrarque. Nous verrons dans cette présentation de quelle manière la Motte attaque la tradition antique, quel portrait il dresse de l'altérité grecque et comment il affirme l'incompatibilité du goût français avec certains aspects de l'héritage grec. Ce qui déclenche la deuxième querelle d'Homère n'est pas seulement la traduction-adaptation de l'Iliade par la Motte, mais surtout son discours sur Homère qui précède le poème. L'auteur y justifie de manière détaillée les modifications qu'il apporte au texte homérique. Dans ce discours divisé en 17 parties, la Motte procède méthodiquement en analysant un à un les différents aspects de l'œuvre originale. Il y est question d'Homère, de son art et de son mérite, des dieux et des héros grecs, de la morale, du genre épique et de ses règles, des procédés de style et enfin de la traduction et des changements majeurs intégrés dans la réécriture. À partir de son interprétation du poème d'Homère, la Motte tire des conclusions qui concernent la civilisation et les mœurs grecques propres au siècle où l'œuvre a été conçue. Nous assistons ainsi à une sorte de rencontre virtuelle entre deux entités culturelles, la grecque et la française, médiatisée par la plume de l'académicien qui dresse une image plutôt défavorable de l'altérité grecque. Dans son discours sur Homère, la Motte poursuit, entre autres, trois objectifs que nous explorerons aujourd'hui. Désacraliser l'œuvre d'Homère, critiquer l'altérité grecque en affirmant la supériorité du goût français et défendre la langue française, moyen d'expression par excellence de ce goût.
Scandalisé par les propos de l'académicien ainsi que par les changements drastiques qu'il inflige au poème grec, l'helléniste Anne Dacier répond à son discours par un traité de 600 pages intitulé « Des causes de la corruption du goût ». Dans son écrit, elle réfute les arguments de Lamotte en défendant Homère et son œuvre, la supériorité de la langue grecque, les traductions fidèles et la tradition antique. Comme nous pouvons le constater à partir du titre de l'essai de Madame Dacier, la discussion tournera autour de la notion de goût, terme qui commence à être employé de plus en plus dans son sens figuré au courant de la seconde moitié du XVIIe siècle. Lamotte même énonce clairement son intention d'adaptation de l'œuvre grecque au goût de ses contemporains dans ses réflexions sur la critique. Il dit l'Iliade d'Homère, que bien des gens connaissent plus de réputation que par elle-même, m'a paru mériter d'être mise en vers français pour amuser la curiosité de ceux qui ne savent pas la langue originale. Pour cela, j'interroge Homère, c'est-à-dire que je lis son ouvrage avec attention et persuadé en le lisant que rien n'est parfait et que les fautes sont inséparables de l'humanité, je suis en garde contre la prévention afin de ne pas confondre les beautés et les fautes. Je crois sentir ensuite que les dieux et les héros, tels qu'ils sont dans le poème grec, ne seraient pas de notre goût. Mais que reproche Lamotte à Homère et au personnage de l'Iliade? Et quelle image dresse-t-il de l'altérité grecque afin de pouvoir affirmer, par comparaison, la supériorité du goût de sa société? Avant de passer à la critique de l'œuvre, Lamotte s'attache à effacer l'aura sacrée qui entoure l'œuvre du poète grec. Il justifie la légitimité de son entreprise en montrant que l'opinion de ses contemporains à l'égard de l'œuvre homérique ne fait pas l'unanimité. Ainsi, au début de son discours sur Homère, Lamotte procède à un examen des avis favorables et défavorables à Homère. D'un côté, l'auteur grec est vu comme un homme divin, de l'autre, comme un imposteur grossier dans ses fictions, non, et là je cite le discours sur Homère de Lamotte, donc comme un imposteur grossier dans ses fictions, non moins grossier, mais plus dangereux dans sa morale, incapable de peindre le vice et la vertu de leur véritable couleur, il n'est propre qu'à égarer les gens de bien. De ces opinions si divergentes au sujet d'Homère, Lamotte conclut qu'il faut examiner soi-même en mettant de côté les passions. Une des premières revendications du critique concerne les règles du poème épique hérité de l'Iliade et qui sont devenues obligatoires dans la composition d'une épopée. L'académicien considère que l'on tourne, je le cite, que l'on tourne en règle inviolable tout ce qu'on croit apercevoir dans Homère. On refusera impitoyablement le nom de poème épique à tout ce qui ne ressemblera pas à l'Iliade ou à l'Odyssée. Lamotte conteste ainsi l'autorité des modèles homériques et exige une ouverture qui mène à une relativisation du goût. En prenant comme exemple deux œuvres très différentes de l'épopée d'Homère, La Pharsale de Lucain et Le Lutrin de Boileau, il affirme que, je cite, « On a droit de se plaire à l'un plus qu'à l'autre, pourvu qu'on ne s'abandonne pas à traiter le goût contraire d'ignorance et de mauvais sens. » Ainsi, pour le critique, l'essentiel, c'est je le cite encore, de plaire toujours par quelque endroit, soit en attachant l'esprit par l'importance des événements, soit en touchant le cœur par la passion des personnages, soit en l'amusant simplement par les variétés et les grâces du sujet. Il n'est donc pas surprenant que le discours sur Homère ait réveillé autant de passion, puisque Oudard de Lamotte y attaque d'une part la hiérarchie des genres littéraires en mettant sur le même pied d'égalité le poème héroïco-comique, le Lutrin et l'Iliade. D'autre part, il s'en prend à l'une des règles majeures qui définissent le genre épique, soit le choix du sujet. Il compromet ainsi un ordre bien en place et, tout en voulant libérer l'esprit critique des carcans des règles génériques, il introduit une subjectivité qui rendrait l'appréciation de l'œuvre beaucoup plus floue, ou d'une œuvre en général. Pour Voltaire, par exemple, la connaissance des genres littéraires est une condition essentielle à l'appréciation d'une œuvre. Une fois l'autorité du modèle homérique mise en question,
Oudard de la Motte attaque la compétence des hellénistes. Non, pardon, je le cite, mais je n'ai pas mis la citation. Personne ne possède assez les langues mortes pour en sentir comme il faudrait les délicatesses, les grâces et les négligences. La distance qui sépare les savants de son siècle de l'œuvre d'Homère les empêche ainsi de juger avec précision et les conduit à sentir à peu près les beautés. Ces vagues jugements présentent un danger de taille, prendre-les pour la Motte, prendre les défauts pour des beautés et les beautés pour des défauts. S'ajoute à cette imprécision de l'interprétation le fait que parfois les traducteurs d'Homère ne s'accordent pas sur le sens des mots, ce qui rend leur jugement encore plus contestable. Bref, l'écart temporel entre l'œuvre grecque et ses traductions françaises étant considérable, il faut douter de la fiabilité du jugement esthétique contemporain à leur sujet et de l'autorité de ces modèles antiques. Après avoir ouvert la voie de la critique libre en défendant le droit et la pertinence de s'attaquer à la tradition antique, la Motte s'attache à exposer l'infériorité et les défauts des Grecs en présentant la grossièreté et la simplicité de leurs mœurs, la vanité et l'ignorance de leurs héros et le ridicule de leur divinité. Son commentaire à l'égard des dieux grecs de l'Iliade est de loin un des plus sévères de tout son discours sur Homère. La Motte lance avec condescendance, je le cite, « Il fallait que les Grecs fussent encore dans l'imbécilité de l'enfance pour s'être contentés des dieux d'Homère. Car, quoi qu'on en dise, il n'en a introduit que de méprisables de quelque côté qu'on les considère. » Le vocabulaire péjoratif infantilisant sert à diminuer la grandeur de la civilisation grecque aux yeux des lecteurs français. La Motte est particulièrement choquée par la proximité de la condition humaine et de la condition divine chez Homère. Quels sont ces dieux qui peuvent se blesser et ressentir de la douleur, qui pleurent et surtout qui ne sont pas immortels? De plus, ils sont tous aussi faibles et vicieux que les hommes. Ils ne sont pas omniscients, ils sont capricieux et en proie à toutes les émotions et passions humaines. Peu de choses séparent les dieux homériques des humains et presque rien ne les rapproche du Dieu chrétien omniscient, tout-puissant et éternel. Le commentaire de la Motte au sujet des dieux homériques sert à illustrer l'infériorité morale, religieuse et par conséquent culturelle des Grecs. Pour justifier l'erreur d'Homère, la Motte soutient que, je le cite, « Dans les temps de ténèbres où Homère vivait, il n'a pu avoir des idées saines de la divinité. Il n'a pu éviter absolument la contagion des erreurs et l'absurdité du paganisme. » L'argument renforce ainsi l'image de supériorité de la société à laquelle appartient l'auteur. Les héros grecs ne sont pas tellement plus dignes de respect que les dieux, et la Motte ne manque pas de les critiquer sévèrement. Premièrement, ils sont vains et d'une vanité qui dédaigne même les apparences de la modestie. Il n'y en a pas un entre eux qui ne se loue en toute rencontre, sans pudeur et sans retenue. Du comportement des héros, la Motte déduit qu'Homère ne condamne ni leur vantardise, ni leur vanité, ni leur égocentrisme. En outre, cette vanité grossière les conduit à manquer de dignité et à s'insulter constamment les uns les autres. La critique de ces héros conduit l'académicien à traiter de la simplicité des mœurs grecques dont il affirme qu'il manque aux héros de l'Iliade une sorte de dignité inconnue au siècle et dans le pays où Homère écrivait. Le critique dénonce également le manque d'apparat dans les usages des rois et relève le fait qu'Achille prépare de ses propres mains le repas qu'il donne aux ambassadeurs d'Agamemnon. Une fois de plus, ce manque d'usage est mis sur le compte de la grossièreté du siècle d'Homère. Il est aisé de déduire la préférence de la Motte pour les coutumes de son temps et surtout de son milieu, qui lui apparaissent raffinées par opposition à celles des Grecs. La mise en évidence de la grossièreté et de la simplicité des mœurs grecques permet ainsi à la Motte d'affirmer et de justifier la supériorité d'un goût français fin, raffiné. Ce goût, produit d'une évolution, ne s'était pas encore constitué chez les Grecs, car comme leur goût n'était pas encore formé par de bons ouvrages, la médiocrité leur eût toujours tenu lieu de la perfection
et ils n'eussent pas été blessés des fautes parce qu'ils n'avaient pas encore des principes qui leur aidassent à les reconnaître. Remarquons ici également la présence de l'idée de progrès caractéristique du discours des modernes et qui inquiétait tellement les anciens, puisqu'il était plutôt un signe avant-coureur de la corruption. En plus de montrer la supériorité de la religion et des mœurs françaises sur celle des Grecs d'Homère, Lamotte se porte à la défense de la langue française dont Madame Dacier avait soutenu l'infériorité par rapport à la grecque. Il en loue l'équilibre, l'abondance et la concision. L'aspect linguistique du discours a récemment été analysé par Christelle Baillet-Porte dans son article « Quel jargon recherché Antoine Oudard de Lamotte, corrupteur du goût, point d'interrogation. L'auteur arrive à la conclusion suivante. Lamotte partage, on le voit, la conception de son temps d'une langue française qui tend à la perfection, vise la clarté, la netteté, la justesse et repose sur un ordre que l'on pense alors naturel, car il doit être le reflet des pensées. Tous ces principes avaient été débattus pendant tout le XVIIe siècle pour finir par s'imposer dans sa seconde moitié et constituer ce qu'on a appelé la doctrine classique. Leur source n'est nulle autre que les ouvrages théoriques des auteurs antiques tels Cicéron, Quintilien, Aristote et Horace. Par ailleurs, dans son discours sur Homère, Lamotte défend précisément les aspects de ce que Claude Chantalat a appelé dans son ouvrage « À la recherche du goût classique », a appelé le goût classique, caractérisé par l'exigence de l'ordre et d'unité dans la composition et par une esthétique de la grâce et du sublime, sorte d'alliance de force et de grandeur. De plus, l'entreprise de traduction et d'adaptation de Lamotte n'a rien d'original. Les belles infidèles, nom galant donné aux traductions des auteurs grecs et latins au XVIIe siècle, visaient déjà la popularisation et la perpétuation de cet héritage. Mais, comme le remarque Fumaroli, l'infidélité de Lamotte pousse une partie des honnêtes gens de Paris à penser que, je cite Fumaroli, « l'Antiquité est d'autant plus acceptable qu'elle a été entièrement revue, corrigée et réformée pour amuser la raison supérieure des modernes ». D'une part, Oudard de Lamotte écrit comme tout auteur pour un public cible, les habitués des salons parisiens qui se soucient de la finesse et de la politesse, qui méprisent le pédantisme des savants et qui privilégient la recherche du plaisir avant tout. La fréquente utilisation de la métaphore du goût, qui fait désormais partie du vocabulaire de la critique littéraire, constitue un des indices linguistiques de ce public. Marie-Pierre Cruc a par ailleurs montré dans sa poétique de la corruption chez Anne Dacier que l'helléniste emploie elle aussi ce terme-clé, le goût, dans un effort d'attirer ce même public parisien, devenu au milieu du XVIIe siècle le tribunal international des livres. D'autre part, Lamotte sert les intérêts de l'institution à laquelle il est affilié, l'Académie française, dont Fumaroli rappelle le mandat. Ah non, j'ai pas mis, désolée. Et je le cite, « Dès 1635, Richelieu, en créant l'Académie française, avait marqué sa volonté de ne pas laisser le français au rang de suppléant du néo-latin, mais de faire en sorte qu'il se substitua à celui-ci comme langue universelle. Enfin, par l'entremise de son adaptation de l'Iliade et de sa critique du goût des Grecs, Lamotte participe à la création d'une image de l'identité culturelle française qui tente ou même qui affirme de plus en plus, avec de plus en plus d'assurance, cette domination européenne. Merci.